Et nous avons maintenant deux mini-débats, mini-discussions. Je me présente tout d'abord. Moi, je suis Anna Gumbau, je suis journaliste à Bruxelles. Je suis ancien membre du comité directeur de AEG Europe, qui était bien présenté dans tous ces après-midi. Je suis d'origine espagnole, donc je m'excuse tout d'avance au traducteur pour mon très fort accent espagnol, même si vous avez déjà écouté plusieurs accents pour aujourd'hui. Et bon, la finalité de ce panel, c'est de passer des paroles à l'action. Moi, j'habite à Bruxelles, je travaille dans le Eurobubble, Eurobulle, on peut traduire comme ça. Nous voyons plusieurs discussions, de projets, d'initiatives qui veulent changer l'Europe, sauver même l'Europe. Mais c'est beaucoup de paroles et même pas d'action. Donc, Marie-Hélène m'a demandé de modérer ce panel sous le titre « Changer l'Europe ». Oui, parce que nous sommes d'accord, mais comment la changer? Et j'ai avec moi pour ce soir des intellectuels, des activistes aussi qui vont nous donner des idées pour réanimer l'Europe et pour la réenthousiasmer, comme avaient dit nos copains pour cet après-midi. Donc, je présente très rapidement parce que nous sommes un peu courtes du temps. J'ai ici avec moi Guillaume Sacriste, qui a écrit avec des autres intellectuels tels comme Thomas Piketty, Stéphanie Hennette et Antoine Vaucher. Les livres pourront traiter de démocratisation de l'Europe. À leur côté, c'est Bjarni Snabern Jonsson. I hope I pronounced it correctly. Intellectuel islandais qui a perfect, qui a étudié beaucoup les communautés et comment la démocratie horizontale fonctionne en Islande et comme elle peut fonctionner dans l'Europe. J'ai aussi Armel Prieur, qui a initié le processus instituant citoyen pour l'Europe et a commencé aussi des autres initiatives comme WeMove, que je pense que vous allez expliquer. Ah, d'accord. Donc, il est partenaire de ces initiatives. Et aussi Jean-Claude Garotte, il a été très actif dans l'activisme pour les campagnes contre les traités de commerce tels comme les États-Unis, le TTIP ou les CETA du Canada, et qui dirige aussi la plateforme pour écrire la liberté, si je dis bien. Donc, plus d'action, comme nous avons dit. Je commence avec Guillaume, parce que dans ton livre pour un traité de démocratisation de l'Europe, vous avez centré surtout de comment démocratiser la zone euro. Donc, je me demande, c'est la zone euro, oui, c'est mot d'anarchiser l'Europe. C'est pour cela qu'on doit commencer ou c'est juste une partie de la monnaie, comme on peut dire? D'accord, merci beaucoup et je remercie les organisateurs au passage. Je voudrais d'abord dire, parce que j'ai l'impression d'être un peu décalé peut-être sur un certain nombre de choses, j'ai pas beaucoup d'utopie à proposer moi, beaucoup moins que ce que j'ai entendu avec passion cet après-midi. Et puis j'ai un traité à proposer en fait, quoi. Donc j'ai compris que c'était pourtant quelque chose qui n'était pas obligatoirement complètement le mood de cette assemblée. Donc je m'excuse d'ores et déjà avec l'idée qu'on a essayé d'être le plus réaliste possible en proposant ce traité pour la démocratisation de l'Europe avec donc Thomas Piketty, Antoine Vaucher et Stéphanie Hennette. Le constat qui est au principe de ce petit livre, donc, qui est un traité, c'est le fait que a émergé depuis une dizaine d'années, à la faveur de la crise économique et financière, un gouvernement de la zone euro, un gouvernement qui a émergé de manière complètement informelle, très largement opaque, autour de la mise en réseau d'exécutifs européens, mais pas seulement européens, également nationaux. Au fait de ce gouvernement, on a
des institutions que vous connaissez sans doute et qui sont d'un côté les sommets de la zone euro avec les chefs d'État et de gouvernement notamment, qui ont la monnaie, qui ont l'euro pour monnaie, et puis l'Eurogroupe qui réunit les ministres des Finances de la zone euro et également la Commission européenne dans la personne du vice-président de la Commission chargée des affaires économiques et financières, aujourd'hui Moscovici, et puis un représentant de la Banque centrale européenne. Or, ce gouvernement qui a émergé donc, dans ces 10 dernières années, il fixe derrière des portes closes, très largement, vous le savez, à l'abri de tout regard extérieur, le cap des politiques économiques qui s'impose au sein des États et également au niveau européen. Et ce cap, c'est un cap qui est exclusivement austéritaire ou très largement austéritaire. C'est lui qui impose des réformes sur la flexibilité du travail, c'est lui qui impose des réformes macroéconomiques en échange de l'aide financière dans le cadre du MES qui ravage la Grèce aujourd'hui. Tout ça, donc, il le fait très largement en dehors de tout le circuit démocratique traditionnel. Il a donc confisqué complètement ces prises de décision au cœur même de la politique européenne, qui fixe le cap des politiques européennes. Il l'a confisqué de tout contrôle citoyen. Et on peut dire aussi au passage, plus encore sans doute, que du coup, ce mouvement, il participe aussi de l'évidement des démocraties nationales. Non seulement donc, ça s'impose au niveau européen, mais en plus, les décisions qu'il prend, ce gouvernement opaque, informel, sans contrôle, s'imposent très largement dans, encore une fois, les espaces politiques nationaux sans aucun contrôle. Donc dans ce livre, l'idée principale, et dans ce traité, du coup, un traité qui prend la forme vraiment d'un traité validé par les plus hautes autorités en matière de droit communautaire, il s'agit de créer une assemblée parlementaire de la zone euro qui a pour but de contrôler essentiellement ce gouvernement informel. Cette assemblée parlementaire de la zone euro, elle est constituée à la fois dans notre traité, toutes ces choses sont à discuter essentiellement. Elle est composée essentiellement de parlementaires nationaux, 80%, donc ce n'est pas des parlementaires européens, et 20% de parlementaires européens. Et puis, donc, ce Parlement, cette Assemblée, elle contrôle ce gouvernement de plusieurs manières, et elle a aussi pour fonction, dans ce traité, de voter un budget de la zone euro spécifique, abondé essentiellement, et j'écoutais avec attention ce qui se passait tout à l'heure, abondé essentiellement par, dans notre projet actuellement au moins, mais encore une fois c'est amendable, par un impôt sur les sociétés en Europe. Ce qui veut dire autour de 100 milliards d'euros à 200 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on double le budget actuel et du coup on peut avoir un budget qui a des vertus redistributrices et on a la possibilité de réorienter très largement les politiques européennes actuelles avec 2 postes au moins essentiels qui pourraient être abondés. La reconversion énergétique, on en a parlé encore une fois très largement tout à l'heure, et puis la recherche et l'enseignement supérieur, qui pourrait être également un lieu où on injecte l'argent de ce nouveau budget. Je vous en prie. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Je donne la parole maintenant à Armelle. Et on va parler de citoyenneté européenne. Vous avez quand même initié le projet, le processus citoyen pour l'Europe. Et j'ai vu dans votre site que vous disiez que tout d'abord, il faut instituer une communauté européenne. Donc, qu'est-ce qu'on entend pour instituer? Et je vous demande aussi, sommes-nous prêts pour une vraie démocratie et pour une vraie communauté européenne? Merci.
Merci, moi je ne parle pas très bien français, je suis vendéen. Mais j'ai passé 12 ans au Conseil de l'Union européenne ici en tant que technicien pour observer ce qui se passe à Bruxelles. Et effectivement à Bruxelles, on nous dit toujours il faut mieux communiquer avec les citoyens et il faut surtout aller leur dire que ce qu'on fait pour eux est bon. Et c'est la démarche absolument générale qui est faite. Et d'ailleurs, j'ai participé parce que nous avons des processus par lesquels nous allons parler dans les lycées, mon lycée d'origine de Bressuire. Je suis allé 3 fois pour expliquer aux jeunes qu'est-ce que l'Europe fait pour eux. En fait, moi j'ai amené un débat différent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? C'était beaucoup plus rigolo. Bref, ça fait déjà des années qu'avec Pierre Calam, dont ce nom vous dira sûrement beaucoup, nous avons travaillé sur des processus citoyens. Et je vous en donnerai quelques mots. Et nous observons qu'aussi que, comme l'a dit mon collègue, et comme il a été dit avant, qu'on n'a plus tellement confiance dans le système d'institutions européennes et que les citoyens perdent confiance dans ce qui est fait. Donc il faudrait établir quelque chose de plus solide, instituant, je vous dis. Pour les Anglais, on dit Foundational Assembly. On voudrait finir avec redéfinir les bases et les fondations de l'Europe. Il faut lever la maison, reconstruire ça bouge un peu dans l'Europe, donc il faudrait refaire toutes ces bases et ces fondations, et pour cela, on compte sur les citoyens. Notre processus, qui a déjà été présenté à de très nombreux niveaux, et les chefs d'État sont actuellement en train de l'étudier, consiste à ce que ce ne soient pas les États qui soient acteurs, mais les régions. Nous avons davantage confiance dans les régions ou le niveau local que dans les niveaux étatiques. Il y a déjà 2 régions, la Bourgogne-Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat, qui sont volontaires pour suivre ce processus. Je vous explique le processus en quelques mots. Il s'agit que dans 30 ou 40 régions européennes, depuis la Pologne à l'Irlande, y compris les Anglais, nous puissions simultanément réunir dans chaque région un groupe de 100 citoyens qui soient tirés au sort et représentatifs. Le tirage au sort, pour nous, est vraiment quelque chose d'important pour qu'il y ait des eurosceptiques, des paysans, des intellectuels, de toute la population soit représentée et qu'ils prennent le temps de débattre pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, d'ici les prochaines élections de Parlement. Donc qu'ils prennent le temps de travailler, qu'ils soient rémunérés pour ça, qu'ils soient couverts, un peu comme les jurés des tribunaux. Les jurés, ça existe depuis longtemps et ça marche très bien. La seule question, c'est qu'ils ne savent pas tout, ils auront beaucoup de questions, et donc il faudra que nous ayons beaucoup d'experts pour répondre à leurs questions. Donc simultanément à ce processus de consultation, de travail des citoyens européens, il faudra que tous les experts disponibles puissent répondre volontaires pour aider à répondre aux questions. Bien sûr, tout ça sera mis en ligne et tout ça sera rendu public pour l'ensemble des 500 millions d'Européens. D'ailleurs, je compte sur vous en tant qu'experts, je pense que vous êtes tous experts dans un de vos domaines, qui seraient volontaires pour être experts, pour aider les citoyens. Lorsque les questions seront posées, dites-nous par juste la main levée si vous êtes volontaire, si vous ne refuserez pas d'être aussi expert pour répondre aux questions sur les questions financières, les questions techniques, d'environnement, les questions de navigation ou de frontières ou de sécurité qui pourront se poser. Je vois que les mains se lèvent aussi. Merci. Au-delà de ça, pendant 6-8 mois, ces régions vont tourner, et au bout de 6-8 mois, quand elles auront établi des synthèses, on va faire élire 1000 délégués de toute l'Europe, de tous les 27-28 pays de l'Union européenne, pour établir une synthèse que nous appellerons l'Assemblée instituante. Et cette synthèse devra être prise en compte par les États membres et par les institutions, en particulier le Conseil européen, qui est le plus intéressé à être mandataire pour ça. Mais ça doit être fait aussi avant les élections du Parlement européen de la prochaine fois. Actuellement, le Parlement européen n'est pas très intéressé par le pouvoir des citoyens. Bon. Mais les prochains élus le seront, forcément. Donc on peut compter là-dessus. Et pour cette synthèse-là, il nous faudra des moyens aussi d'interprète, de traduction, de mise en œuvre. Et alors, pour que ça soit pris en compte par les États membres et tout cela, on n'a pas fait beaucoup de communication vers les citoyens aujourd'hui, parce qu'on veut que ce soit les États membres qui le déclenchent. Donc, on espère compter sur Merkel et Macron. On espère compter aussi sur Donald Tusk, le président du Conseil européen. On a un certain nombre de contacts vraiment intéressés par ce développement-là. Mais c'est pour vous dire que les citoyens sont vraiment importants pour nous. Merci. Merci beaucoup.
And talking about now citizen-led mobilization, it's also my pleasure to present Bjarni. You have been very involved in the constitutional reforms in the process that took place in Iceland, started from 2008, 2009. And so I would like to actually pose, because we're a bit short of time, this 2-in-1 question, which is the first of all, which lessons did you learn from that? And secondly, how do you see, or do you see, to start with, like a similar process of the kind being adapted, like in some way, or taking something for a more like European level process or reform? The floor is yours. Okay, I'll try to answer this in a short way. First, just to tell you that in 2009 there was a group of people that decided, because Iceland was hit first by the financial crisis and very badly, and they decided to organize, and referring to the earlier panel, Adrian, Eric and Reka, a bottom-up constructive public disobedience attempting to create solutions for the citizens. So it was a sort of an attempt to turn this negative energy into a positive, constructive force, so to speak. So we had randomly sampled 1,200 people in a room to discuss and come up with a vision for Iceland, which was based on certain values. So the values were translated into a vision and then actions. And what happened a year later was the parliament decided to use the same process for initiating the constitution, or new constitution for Iceland. And what was done then was more, it went all the way, which is very important, is that it also included the deliberation, because the first part, assembling the citizens and have them talk about what is important, that is the dialogue part. That is very really establish what is important to solve and what is important to include in our constitution. And then you need a deliberation. You need to talk about what this really means and understand what this means. And then you can design as a third step. So we went all this way, took these 3 steps in the constitutional process. And it took a remarkably short time, and there was a consensus with the constitutional councils on the outcome. And 2/3 of the people voted for it, but the establishment voted against it, and the establishment won. Okay, that's another story, but the vote of confidence by the general public was that they knew and had followed the process of this being created. And that is a very significant experience, is that if you start with a process like this, you create a trust among the citizens, and therefore there's a different kind of discussion about the measures that have to be taken. The usual way the technocrats and politicians do, they start with how to do things and with a proposal, and then they let people respond to it. And that never works, really, because that's starting on the wrong end. So the experience with all this was that it is absolutely possible to engage citizens in a meaningful dialogue about their future. You only have to be careful not to over-expect, or let's say have a wrong expectations, because in my opinion, democracy is not about solutions or solving problems. Democracy is about deciding what to solve and why it is important. And that was really what came out of it. There was another thing that is very important, is that after these experiments, a lot of events took place in, I don't know how many, but in the country where associations and even the government used the same approach to have a sort of a citizen consultation on things. And it's an easy, straightforward thing, and it's easy to organize, but it has a certain ritual. Like everything else, sports has a certain ritual, religion has a certain ritual. If you are to create a movement, you have to have some kind of ritual to base it on. So just a few weeks ago, the foreign ministry had assembled 100 people to discuss, or let's say decide what was important in a certain assignment which the ministry was going to discuss and solve. So what happened was that this really became a way of
talking about things, and a way of preparing for the decision making. But of course, the decision making itself was not in the hands of the citizens, and everyone realized that, but it presumed that the politicians would serve the people. That is, they would say, we'll ask the citizens what is important and what needs to be solved, and then we will work on with the experts and with all the best people we have to solve these issues. And then we will go back to the citizen and say, okay, we have a solutions, and it is true to the values and the objectives you yourself have defined. So that's really the whole thing. And just to conclude, some 1,000 years ago, the religion, practicing religion became in public domain. And there were created, churches and rituals and all for that. In the late 19th centuries, sports became in public domain. Before that, there was really not and what happened? Well, there was all sorts of rituals for different kinds of sport, but ritual for each sport. And there were also venues built to be able to practice the sport. I say, now it's turned to democracy. Now we have to have some kind of a process and some kind of facilities to practice democracy for ordinary people and then bring democracy into public domain. That is, I think, is going to be a very important key to creating this movement that you were talking about earlier, because this is not a problem-solving technique. It's a movement creation technique. And then the movement will take care of itself, I think, in a way that just if provided, the politicians will realize that getting control is about releasing control. Thank you. Great. Thank you very much, because we heard, in many cases, we heard a lot about what happened and how it happened in Iceland, but it's great to actually see a witness and someone who took an active role in that. Et maintenant, je donne la parole à Jean-Claude Garotte. Comme j'avais dit, vous étiez très actif dans les campagnes pour fermer les traités de commerce, soit TTIP, soit CETA. Et donc, maintenant que nous voulons commencer cette campagne à niveau européen, si on imaginait une campagne de ce type à niveau transnational, à quoi ressemblerait-il? Je souhaiterais expliquer le point de vue des gens qui travaillent avec moi et moi-même à partir, disons, de scénarios vécus, mais je voudrais introduire quand même dans quel cadre politique ça se situe. D'abord, nous ne sommes pas un parti, nous ne sommes pas un mouvement, nous sommes une maison d'édition, une société coopérative indépendante, libre et autofinancée uniquement par ses coopérateurs. Ça nous donne donc une indépendance de pensée, de travail, etc. Comment travaillons-nous? Nous travaillons à deux niveaux. Nous travaillons au niveau, disons, de contact avec des gens qui font de la recherche, de l'étude, des propositions, des textes théoriques et politiques, et nous sortons, par exemple, des cahiers comme cela, Changeons l'Europe, avec des collaborations de Piketty, de Stiglitz, etc. Donc de toute une série de personnes qui ont réfléchi, analysé, participé à des débats, ont écrit des bouquins, etc. On trouve que le rapport est très riche, mais nous acceptons une diversité de points de vue. Et cette diversité de points de vue, nous les proposons côte à côte dans cette brochure. Et puis après, nous, journalistiquement, on en fait une synthèse. Mais si on ne faisait que cela, on se cantonnerait à ne travailler que dans la partie, disons, assez élitiste du débat politique. Et nous trouvons que c'est là que justement réside la plupart des problèmes de démocratie. Il faut absolument que le débat s'institue au niveau des citoyens. Et naturellement, quand on parle du débat au niveau des citoyens, on parle et on croit que c'est quasi une supercherie politique, puisque quel débat, avec qui, de quelle manière, est-ce que c'est réaliste, est-ce que l'on pourra faire quelque chose, est-ce que pour finir ça dégage une puissance, une capacité qui va changer les rapports de force. C'est pour ça que je veux aborder concrètement une expérience que nous avons vécue avec des tas d'autres groupes en Belgique, en Allemagne, en Autriche, partout. C'est la manière dont le mouvement citoyen, progressivement, en 3-4 ans, s'est, disons, gonflé d'un certain nombre de personnes déterminées
à analyser, penser, débattre et créer une opposition à un traité, à 2 traités, à plusieurs traités, mais enfin, principalement au traité du TTIP, traité transatlantique, TAFTA en France, et le traité, disons, du CETA avec le Canada. Nous avons œuvré, chacun en apportant nos forces réciproques et nos particularités, à travailler collectivement ensemble, à réfléchir, à débattre, chacun faisant dans son créneau le mieux qu'il pouvait. Nous, on est éditeur, donc on a imprimé des journaux à très grand tirage, 150 000 exemplaires distribués en France, on a animé des débats, etc. Ce n'est pas là l'importance. Qu'est-ce qui est l'importance? L'importance, c'est que dans ce débat, on a vu se cumuler des forces citoyennes. Et ces forces citoyennes ont eu l'intelligence de ne pas rejeter en bloc toutes les autres composantes qui n'étaient pas séduites par notre critique du TTIP et du CETA. On a été à leur rencontre pour essayer de les convaincre. Je donne un exemple en ce qui concerne notre boulot. Nous, d'emblée, on a dit que ça ne sert à rien de s'affronter avec une minorité d'une gauche radicale vis-à-vis des institutions, c'est stupide. Ce qu'il faut, c'est convaincre la plus grande partie des gens. Et si on fait une analyse économique de la Wallonie, puisque nous sommes en Wallonie, nous, et qu'on n'a pas la compétence de pouvoir œuvrer dans d'autres pays, eh bien, en Wallonie, si on regarde bien comment est distillé le travail et les structures, on voit que 82% des entreprises sont des PME. Ces PME vont depuis des petits garages, des boulangeries, des plus gros ateliers, et c'est généralement, en Belgique, la règle, PME, c'est en dessous de 50 travailleurs ou employés. 82% de ces entreprises, donc, représentent 72% de l'emploi. Si l'on parvient à discuter, à convaincre et à travailler avec cette majorité des travailleurs et lui faire réfléchir sur son sort et qu'est-ce qu'elle a comme intérêt dans un traité transatlantique proposé par la Commission européenne, il y a là une chance de changer les rapports de force. Eh bien, ce fut un travail long, mais qui a amené le fait que par le raisonnement, par le débat d'idées, on a pu démontrer que sur ces 82% d'entreprises, il n'y avait que 8,6% qui exportaient. Et quand elles exportaient, elles n'exportaient que vers des pays limitrophes en majorité, et celles qui exportaient vers les États-Unis ou le Canada, c'était moins de 1%. Ça voulait dire que ce traité transatlantique était conçu non pas pour eux, pour l'ensemble des travailleurs ou pour l'ensemble des intérêts citoyens, mais pour une infime minorité de multinationales. Et que la compréhension de tout cela n'était pas possible sans démontrer que c'était dans l'opacité, comme il l'a dit tout à l'heure, que tout ça se faisait. Puisque 3 500 000 signatures ont été rejetées, puisque les débats d'idées ont été rejetés, puisque le secret était gardé, même les parlementaires européens n'avaient pas accès aux documents, etc. Donc nous avons voulu démontrer qu'il y avait moyen d'unir des parlementaires wallons à ce travail. Et le Parlement wallon a pu commencer à travailler avec des citoyens et ils ont été d'une ouverture de dialogue et d'esprit énorme, si bien que des démocrates chrétiens, des socialistes, des écologistes, etc. ont participé à plein de débats et que pour finir, vous l'avez appris, la Wallonie a rejeté le CETA et a obligé l'ensemble de la Commission européenne, Malmström et Juncker et tout le monde, à revoir ses positions et à concéder une série de choses. La conclusion de ça que je voulais vous dire, c'est que pour nous, si l'on veut discuter de l'Europe de demain, c'est de prendre ces exemples-là et dire que si on veut que demain l'Europe change, eh bien il faut travailler aux 2 niveaux. Et l'autre niveau, c'est le niveau citoyen. Et là, nous avons une proposition, elle est très simple, c'est de dire, puisqu'il y a 73 postes qui vont se libérer au Parlement. Donc la route 73 évoque la possibilité d'utiliser d'une manière politique et démocratique ces 73 possibilités. Pourquoi n'en lancerions-nous pas un débat? Et j'ai entendu tout à l'heure Eric et d'autres, donc de Diem 25, etc., et tout à l'heure ici aussi, qui en parlent de la citoyenneté du débat. On pourrait très bien dire qu'en Europe, on peut regrouper un certain nombre de sociétés citoyennes, des ONG, des groupes qui ont travaillé sur disons, l'écologie ou sur le social, etc., et dire, eh bien, nous allons au sein de ces structures-là regrouper un certain nombre de personnes qui seront candidates au tirage au sort. Nous croyons, nous aussi,
que le tirage au sort permet une diversité d'approches et de citoyens qui serait une chambre, disons, qui ne voterait pas au Parlement européen, qui ne débattrait pas au niveau institutionnel, mais qui au contraire serait le regard critique des citoyens, l'analyse critique et les forces, disons, de proposition qui renverraient à la base et vers l'ensemble des contacts qu'ils ont dans la citoyenneté, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils proposent comme changement. Et tous les ans, il y aurait un renouvellement par tirage au sort de ce volume de personnes prises au sein des ONG dans toute l'Europe pour être tirées au sort et participer au regard citoyen et à la proposition de lutte citoyenne pour reprendre le contrôle de cette petite oligarchie technocratique qui a le pouvoir pour le moment. Voilà. Merci. Désolé parce que je dois être très stricte avec les temps parce qu'on a encore un autre petit panel, donc on doit finir ce débat malheureusement dans 10 minutes. Donc, je passe dans l'une des questions qu'on vous a posées en ligne, que c'est elle comme quel sujet peut-il déclencher une campagne transeuropéenne ou qui préoccupation commune dans l'Union européenne. Et on a reçu beaucoup de réponses. Je n'ai reçu pas de questions, mais beaucoup de réponses. Donc c'est très bon de prendre par l'action. Et il y a un très fort consensus que l'environnement, c'est le sujet que possiblement peut faire plusieurs de conscience. Aussi, vous avez nommé la défense européenne. Il y a un de vous qui a défendu le fédéralisme européen, mais très intensément, mais aussi l'éducation, santé, mobilité et surtout les politiques sociales. Donc, je voudrais vous poser la question à vous. Qu'est-ce que vous pensez qui peuvent mobiliser dans quelle route citoyenne qu'on va initier? Oui, merci. Je vais passer la parole aussi aux autres. Les sujets sont tous prioritaires. Les sujets, le réchauffement climatique, l'environnement, la biodiversité, mais aussi la protection des Européens qui demandent la protection. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Nous, quand on a démarré le processus instituant, il y a déjà 2 ans, c'était la question de comment organiser la gouvernance. La gouvernance, c'est comment faire fonctionner un grand bazar comme l'Europe. Et une des réflexions de base, c'était qu'on ne peut pas la faire fonctionner sans que le national, le régional et le communal fonctionnent simultanément. Donc il faudra aussi poser la question aux citoyens de quels sont les niveaux d'imbrication, de conjugaison entre ces 4 niveaux, au moins, peut-être le niveau mondial aussi, sur les grands enjeux que nous avons là. Et il faut qu'on puisse traiter et poser ces questions aux citoyens et faciliter le débat chez eux. C'est vrai que on a vu que dans le pôle précédent, c'était le revenu de base qui était le plus demandé. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur mon écran. Mais la question du changement climatique est vraiment majeure aussi dans notre période qui n'était pas présente il y a 10 ou 20 ans. Donc, je donne la parole à Guillaume. Ouais. Merci. Je voudrais juste revenir sur le CETA et le TTIP sur un seul point. Moi, il me semble aussi qu'il y a une chose juste qui passe peut-être inaperçue dans l'histoire, c'est que, enfin, en tout cas sur laquelle vous n'avez pas insisté, c'est le fait que là, il s'agissait de combattre un texte extrêmement précis, une proposition de la Commission ou en tout cas un traité international. Et je pense que du coup, la cible, il y avait une cible extrêmement précise et que pour construire une mobilisation, il faut aussi avoir une cible extrêmement précise et que c'est une des conditions de possibilité de ces mobilisations qui peuvent passer. Et du coup, pardon de revenir à notre traité, mais en ayant un texte aussi, comme ce traité pour la démocratisation de l'Europe, il me semble qu'on peut construire le même type de processus sur le mode, il y a un texte précis qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut remodeler avec des processus participatifs comme vous les avez présentés ici potentiellement, mais sur un texte qui colle avec les canons technocratiques de l'Union européenne. Parce que, en fait, la caractéristique du CETA ou du TTIP, c'est aussi d'être des textes qui sont des textes technocratiques et qui collent avec le langage
techniques, experts des institutions européennes. Et il me semble que c'est une... C'est la manière dont il peut dominer le peuple. Ouais, ouais, ouais. Il y a une structure voulue de domination pour couper le peuple de la compréhension de la chose publique. Absolument. La chose publique doit être aux mains de tout le monde. Absolument. Et de rendre complexe pour manipuler, c'est criminel. Absolument. Et absolument, je suis entièrement d'accord. Et ce traité... Et ce traité, de ce point de vue-là, je me permets de rebondir encore, mais ce traité, c'est aussi une manière de mettre à disposition ce langage technocratique. Il est expliqué, il est très simple, ce langage technocratique pour les citoyens, et d'être les passeurs entre les citoyens et ce langage technocratique des institutions. Parce qu'on ne peut pas seulement lutter dans son coin avec son propre vocabulaire en essayant d'imposer sa propre grammaire à des institutions qui sont des institutions aujourd'hui dominantes et fortes et extrêmement puissantes. Et donc le fait d'avoir des processus de traduction et des espaces de passage d'un vocabulaire, d'une grammaire à une autre me semble absolument c'est décisif pour le succès de mobilisation collective citoyenne. En peu d'entendre. Si on peut polémiquer un peu. Moi, je crois au contraire, mais vraiment au contraire, qu'il est urgent que l'on reprenne possession du vocabulaire compréhensible par le mode d'enseignement que nous avions reçu à l'école, et où on n'est pas manipulé par des termes qui sont déviés, dévoyés. Et donc, si l'on regarde un ensemble de termes utilisés même dans les médias, qui s'intègrent à cette religion du néolibéralisme, on reprend un vocabulaire qui ne veut pas dire ce qu'il couvre, mais qui, au contraire, va permettre de dissimuler sous ce vocable un autre fait économique ou social. Donc pour moi, dire il faut rentrer dans la religion technocratique et la vision du vocabulaire et de la formulation juridique élitiste est une erreur. Je crois que nous devons au contraire être didactiques et parvenir à expliquer ce que nous pensons pour que les gens puissent se former eux-mêmes leur propre opinion et participer réellement au débat citoyen. Il y a un danger de dire on va rentrer en opposition technique avec l'adversaire pour une raison très simple. Les structures ne sont pas neutres. Quand vous voulez combattre une structure en employant les mêmes armes que cette structure, vous recomposez inexorablement la même domination sur le peuple que la structure précédente avait faite. Vous recomposez exactement ce que vous combattez. C'est une aberration, et vous pouvez regarder toute l'histoire, y compris l'histoire des révolutions. Comment Staline arrive au pouvoir? C'est parce que la structure du parti n'était pas neutre, elle recomposait une même domination. Et c'est la même chose dans plein de choses. Sur l'urgence, moi je voudrais dire, sur l'urgence... Bref, 10 secondes. Non, il faut être dans l'urgence, mais il faut prendre le temps. Moi je suis contre les référendums. Et il faut vraiment donner le temps aux citoyens de prendre leur réflexion. Vous avez fait ça. Vous avez pris 3 mois. 3 ans. 3 ans. Il faut donner 6 mois. Okay. The last point. I think apart from all the issues that we will always be dealing with, environmental, health, income, social, and so on, I think the thing that is going on, I'm just continuing what you were saying earlier, is that the alienation of the citizens from the policy making is going to be something that is going to really spark an initiative should do that, because if not, then we are heading for very big trouble. And I think European, or let's say we need to learn how to align, what alignment means. It doesn't mean that everybody is the same. It means that we are aligning through certain values, and we can be different. We can be however we want to be, but we have a certain set of values, and we need to be able to translate these values into the reality of the different parts of the region. And I think if we are not going to cope with this assignment, then this is going to be the real crisis, because that is going to affect everything else that we can or cannot do.
Definitely, and I'm really sorry because like I heard that we are really running very short of time, and I think it would have been like really great to keep talking to all of you. But I think there will be some workshops tomorrow connected to the topics that we've discussed today. So tomorrow there will be like time for more and for like more direct, even question answer. So I would really like to thank you very, very much for even short but like a very interesting input that we'll be taking into account. So please, an applause for all of you. And we have also some little certificates and everything. Can you mention the website? Yes, of course. Okay, it's being written on the wall. And in the meantime, Richard, Matteo, Antonis, and Philippe, because we're gonna start. Yeah, now also the second panel coming over. Exactly 27 minutes. So I think, may I have your attention, please? Please, because we're continuing now with the second panelist, and as I said, like we are very short of time. So I am afraid that I'm going to have to skip the introductory remarks that we are planning, but I'm going to introduce all of you very quickly. I have in my left, first of all, Richard Loop from the organization Stand Up for Europe, which is a movement that is claiming for a federalist Europe that has had like a very strong presence, like both presentially and social media. Then next to it, there's Matteo Guidi from the organization Eyes on Europe, whom has focused or will focus a lot on, especially in the role of pan-European media in order to enable the debate. Then I have right next to me a well-known friend of mine, Antonis Trentafilakis, who will present the also IGE member and will present an interesting initiative to hear about called Elect Georges. It's been a while that we haven't spoken to each other, so we'll have to catch up now on stage, because, yeah, short on time. And Philippe Michaeli, the Le Comité, who will present and will talk about which kind of like innovations to the level of tools do we need. So, as I said, like I'm afraid that I will really have to skip like this first introductory remarks, and go more straight on the debate. So I would like to start because we heard a lot about potential topics that can trigger this citizen mobilization, but sometimes like it always comes down to the same factor, which is that there's a lot of like concern, but not enough engagement. So I would like to hear from each one of you. How do you see, and how can we canalize more like this concern to like a real engagement and a real action? Maybe I can start by you, Richard. Thank you, Anna. Yeah, so let me give you just a few words about our organization called Stand Up for Europe. We got started something like 3 to 4 years ago. And talking of concern, yes, really out of concern that, you know, the European project was at risk. And so we decided that if we had to leave it only to the politicians, it was going to be unlikely that we were going to be successful. To move towards what we're looking for, which is really a model of federal Europe. So we decided to launch this organization called Stand Up for Europe. It's grown quite rapidly since we got started. We've merged with also some other organizations that had presence in other countries. And so today, we've got approximately, I think, 1,200 paying members. We've got approximately 115,000 people on Facebook. We have a support committee comprised of people coming from civil society that have, performed in their respective trades, but ex-politicians, people from industry, people from the cultural world, academics. So I would say a lot of high-level people that support us and provide credibility to what we do. We entertain a lot of projects. We have some big projects that we're working on. Citizens Initiative on migration, which is going to be launched soon in collaboration with a lot of NGOs. We're working on a huge cultural project with Beaux-Arts, the large Belgian institution, to create a European piece of art where we're going to have artists from all over Europe contribute elements of a unique composite piece of art to try to symbolically show that
artists that tend to work individually are capable of working together. We're working on a European charter. So there's lots of big projects we're working on. And the way we're growing basically is trying to create lots of sections in cities. So we have approximately 40 sections today, city teams across Europe. They're growing quite rapidly. Every day we get more people joining us from all over Europe, wanting to mobilize themselves locally in their city. We're launching a platform soon, a web-based platform. It's going to come online on September. It will allow people to geo-localize themselves in their city, identify other people that have the same motivation, that live nearby, create groups and launch projects, and start interacting at a European level from city to city to make sure that they... and I've got to finish, I think. But anyway, so as you can see, our plan is to try to grow as rapidly as possible, to try to have impact. And what we really believe is that there are too many pro-European associations. And everybody's hanging on to their little baby. The sum total of all of those initiatives doesn't add up to much. So we believe that what is key is to get to critical mass, grow, have impact, and try to convince other associations to join us. Because I think that's going to be the only way we can actually get our voice heard. Thank you. Well, first, thank you very much for inviting me. I'm Vice President of Eyes on Europe, which is a much smaller organization that Stand Up for Europe, which was founded in 2004 and linked to the university ULB, which is quite famous in Belgium, and especially the Institute for European Studies of ULB, which is an institute specialized in, of course, European studies, but also EU law and all European affairs in general. So what we do, we basically want to involve young people and especially students in this debate about European affairs. So to do so, we publish twice a year a magazine that you could find here at the entrance, and we do it in two languages, normally French and English, but also German, and we try to engage as much as people as possible in this magazine. So it's made all by students, so students have the possibility to engage also at the professional level and share their opinion on the European Union and all the political but also economic issues that are emerging around Europe nowadays. And we also organize events in Brussels and in Belgium in general, and we have many partners all around Belgium, and because we want to share our ideas not only in Brussels but also elsewhere. So I think that for young people it's very important to have a voice nowadays, because most of the time we say that the youth is not engaged in politics or in society in general. So our project wants to help them to share their opinion and also share the idea that the European Union is important for every one of us. Because the problem is that the media normally don't share a positive image of the European Union. They usually talk about the EU only to criticize it, or when there are problems, for example, the financial crisis, which was mentioned before, the lack of jobs and so on. So we want also to share a positive view, a positive image of Europe, which normally doesn't get much space on the media. And so, yeah, turn for Antonis now. Maybe you can present this so-called initiative that so-called. It's gonna build on the like the so-called news, right? Okay, so elect George. When I say this statement or this suggestion, what is the first question that comes to your minds? Can I hear? Exactly. You ask who is George. You don't ask what is George. So that is exactly what lies behind this symbolism. The fact that it changes the narrative. It brings an innovative approach to
a traditional idea, an even conservative idea. It brings this new narrative to the process of voting. And that new narrative has to do with not electing somebody else, but not electing another body, like which would be defined by the question what, but electing a who, which connects you back to the person that is behind that. And who could that person be, actually? Why did we choose the name George? Well, pretty much everybody knows a George. So it's a name that's familiar. It's a name that can be both masculine and feminine, depending on the language. It has no specific color of skin or sexual orientation or a specific religion. Everybody knows a George from everywhere. So it's a name that is familiar, and it implies that that somebody could even be you. It brings it back to the horizontal level that voting was supposed to be about in the beginning of votings, let's say. So in short, it is a radical change of narrative into an age-old process. Of course, you need to answer also the question of what would George do once George would get elected? That's an interesting question, and I don't have a definite answer, because the thing is that this is a symbolic action. We don't aim for an elected George to directly take a position in among the European institutions, for example, because we cannot do that directly. What we can do directly, though, is vote and elect this body of citizens that can be named George. So what should this body do? Why don't we decide together? And indeed, we will have time to decide it as for tomorrow and as for the upcoming consultations coming up. Donc, vous préférez en français ou en anglais? En français, c'est bon. Et donc, je donne la parole ici à Philippe Michaeli, qui nous racontera quels outils, quelles fonctionnalités il peut avoir une plateforme en ligne pour élire George. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je remercie l'organisation de nous recevoir ici, et merci aussi pour le t-shirt que j'ai mis tout de suite. Bon, j'ai commencé l'aventure en 86 avec Franck, donc je suis ravi de voir un petit peu que cela continue, et je vous invite aussi à voir le stand qu'a fait Thomas ici présent sur New Europeans, qui était déjà une initiative à l'époque, il y a déjà quelques années, je préfère pas dire combien, où nous avons déjà commencé à aborder toutes ces questions. Je vais être assez rapide, et je suis ravi de parler en français pour équilibrer un peu tout l'anglais qu'on a entendu jusqu'à présent. Cette plateforme est une plateforme numérique, parce que si on veut, qui a, je dirais, pour objectif de réunir toute personne qui voudrait y aller, elle est gratuite, elle sera mise à disposition à autant de structures, d'organisations, de personnes qui voudraient s'exprimer au niveau européen. D'ailleurs, je pense qu'on va héberger déjà quelques-unes des structures ici présentes. Simplement, c'est une sorte de forum, c'est simplement ce qu'on appelle de l'intelligence collective et de la réalisation horizontale. Cette plateforme ne sera disponible que, je pense, début octobre, pas avant, parce qu'il faut qu'on la construise. Si on peut, on essaiera de le faire avant. Je vous invite, toute personne ici présente, à venir poser des questions, mais il y aura des fonctions, comme par exemple tout ce qui est sondage, tout ce qui est vote, tout ce qui est expression également des personnes. Vous pouvez créer votre propre site web, vous pouvez vous exprimer sur un mur, il y aura toutes les fonctions disponibles de ce qu'on appelle un réseau social professionnel, ou réseau social d'entreprise, ou réseau social coopératif, qui permettra justement de pouvoir échanger, de pouvoir également demander de l'aide pour la création d'événements, de pouvoir échanger en temps réel. Il y aura également des sources d'informations, ce sera sur Twitter, etc. Donc il y a tout un ensemble d'outils. Je suis parti du principe que si on veut réunir les gens, il faut leur fournir une plateforme numérique avant. Donc avec Bernard Rossmann, que certains ici connaissent, nous avons donc créé ce qu'on appelle une petite association qui s'appelle Le Comité, qui va héberger cette plateforme,
l'accès sera gratuit et sera disponible pour toute personne qui voudrait y venir. Merci. Donc, déjà qu'on a écouté des initiatives qu'on va travailler de demain, je voudrais retourner Richard et Matteo parce qu'ils représentent des organisations qui sont déjà établies et fonctionnent depuis longtemps. Qu'en pensez-vous des initiatives et des innovations de ce type? C'est un mode de réenregistrer, de canaliser la politique et surtout la démocratie européenne. Non, moi je voudrais simplement répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit en anglais, maintenant je vais le dire en français. Parce que moi je suis le parfait européen. Moi j'ai dit ça hier ou avant-hier. Moi je suis anglais, ma femme est grecque, ma fille est française, mon fils est népalais, mon père est né en Hollande, j'habite la Belgique. Mes grands-parents viennent de Pologne d'un côté et de Russie de l'autre, donc on ne peut pas être plus européen que moi. Mais donc c'est pour ça que je suis aussi derrière cette initiative, hein, Stand Up for Europe, je suis un passionné d'Europe. Mais non, moi toutes les initiatives qu'on mène, je les trouve sympathiques, mais globalement inefficaces. Ça c'est mon point de vue. Hein. Je pense qu'il y a un foisonnement d'associations qui se créent, qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est clair, on voit que les citoyens sont à la fois inquiets. Hein, je crois que le Brexit a été un élément déclencheur de pas mal de choses. Trump probablement aussi. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement, que les citoyens s'organisent et montent toute une série d'associations, de plateformes en tout genre. C'est une bonne nouvelle. Mais bon, moi je viens du monde des affaires, je suis un businessman et je sais ce qui marche, enfin, je crois savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes d'efficacité. Et moi mon inquiétude c'est que ce foisonnement, au-delà de la sympathie que j'ai pour toutes ces initiatives, la somme totale de toutes ces initiatives n'aboutit pas à grand-chose. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen, tous ensemble, non pas de collaborer, de faire des plateformes où chacun va venir s'insérer avec des idées, des débats. Je pense qu'on doit essayer de créer un mouvement puissant, avec une masse critique de personnes qui, globalement, pensent la même chose sur ce que devrait faire l'Europe, et qui alors, pour reprendre maintenant une formule qui est connue en France, hein, il faut qu'on se mette en marche hein, pour essayer vraiment d'avoir un impact. Ça, c'est ma grosse inquiétude, c'est que la somme totale de ce qu'on fait collectivement a un impact extrêmement mineur. Et voilà, notre motto à nous, chez Stand Up, c'est que nous, on essaie de grandir rapidement, on essaie de convaincre le plus grand nombre qu'il faut se rallier sur une bannière. Ça ne va pas forcément être la bannière Stand Up, moi je m'en fous des noms, hein, c'est pas ça le sujet, mais qu'il faut qu'on fédère les fédéralistes. Je n'arrête pas de dire à tous les pro-européens que comment serions-nous légitimes à vouloir essayer de convaincre les Européens de faire une Europe fédérale, en tout cas plus intégrée que ce qu'on a aujourd'hui, si les fédéralistes eux-mêmes sont incapables de travailler ensemble sur une même bannière. Il y a une incohérence absolue entre ce foisonnement d'associations, toutes convaincues qu'elles vont changer le monde alors qu'elles n'aboutiront à pas grand-chose, et le message qu'elles essaient de véhiculer, hein, qui est celui de on voudrait une Europe fédérale, qu'on mutualise nos moyens, qu'on fasse les choses ensemble. Et ceux qui prônent ce message sont bizarrement dans l'incapacité de mettre en pratique ce qu'eux-mêmes demandent aux nations et aux différents peuples européens de réaliser. Donc voilà, moi je suis plutôt dans cette logique-là, hein, d'essayer de faire en sorte que tout le monde se rallie vers une organisation commune pour essayer d'avoir un impact fort vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis du monde politique. Quelque chose à ajouter, Mathieu? Yes, I think that all the initiatives are good, such the one you were mentioning before, and because especially for the young generations, they'd like to participate and to express their view directly. Even we know that that's almost impossible. I mean, you have to. I mean, for politics, you have first to vote, to have to express your opinion, and then someone who represents you have to negotiate with other. But we are in a world with social media where everybody is getting used to express his own view very, very quickly and have an answer immediately. So
I think that we have to rethink the way that politics is being doing at the European level, but also national level. But then, yeah, I also agree that if we create several associations working everyone with a different goal, then it's impossible to reach the real objective, which is to change Europe. But also, I don't think that we have, because when we go from theory to the concrete, I don't think we have all the same ideas. For example, we know that there are the most involved in Europe now are the federalist associations such as Stand Up for Europe or JEF, I think. But I don't think first that's the kind of change which is most probable to happen now, and that's not even the good receipt. So I think we have some kind of conflict that has to emerge also, but that's politics, I mean. I think so, because I mean, coming from one of these numerous organizations, it happens sometimes that we end up like in the same forums, same conferences, and just like applauding each other without like really, like moving forward, and neither cooperating, neither like really planning on cooperation. Which bring me to it's gonna be the last question, because we have like a slightly more than 5 minutes left, which is that how do we burst this bubble in a way in order to reach more like a European public, in the sense that, for instance, like many of these organizations, when they recruit members, like they attract members that like are already in favor of this initiative rather than changing minds. So how do we reach out to the people that are not necessarily like pro-European or like like in favor of federalism and so on? And I don't know if like also in this sense, like Marie-Hélène wanted to add something when it comes to like the cultural, do we add it now or later? Well, maybe we can start and then you join. We can start for you. Antonis, do you want to start? Or? I could try. Okay, so how do you burst a bubble and how do you reach citizens on a local level, especially when they're geographically remotely located? By getting closer to them. This bubble exists exactly because the majority of the decision making that actually has an outcome is taking place in a secluded geographical area. Brussels has been very frequently called a bubble. The way to burst that bubble is to take away part of the decision making from happening there. I mean, that's one suggestion, and have part of it taking directly place in the remote locations that haven't been reached out before. We observed several movements, citizens-led movements, youth-led movements, pro-European, anti-European, that have tried to do that several times. We have the European Alternatives Manifesto. We have, just a couple of months ago, we had Jeff gathering 150 young Europeans, essentially writing again the Treaty of the Functioning of the European Union. This is amazing, but we've had several movements before with concrete policy proposals, with suggestions of what to do, with opinions that are strong and are representative of the citizens, and it's like they hit a wall or a bubble, if you will. So these opinions and these movements that are taking actually care of what should be done by the institutions themselves should be welcomed, not as I listen to you now and I ignore what you have to say, but I listen to you, and since you've already decided for me, I will carry on what you say. That's my opinion. Juste pour ajouter un mot rapidement, le projet que je forme là vient aussi de mon milieu professionnel. J'ai créé plusieurs startups, dont la dernière est Quant.com, qui est un moteur de recherche européen, qui est un concurrent de Google, où effectivement au début personne n'y croyait, et maintenant nous avons quand même 4% du marché, ce qui n'est pas négligeable. Donc ce savoir-faire, et par rapport aussi à mon propre passé professionnel et implication au niveau européen, on va le mettre sur cette plateforme, qui n'est pas une plateforme, je dirais, en plus d'une autre. Le but étant de rassembler un peu tous les courants, toutes les idées au niveau européen, pour que les gens puissent s'exprimer au même endroit, que ce soit un point de contact où les gens vont pouvoir travailler ensemble, collaborer et pouvoir émettre des projets. Par exemple, sur une élection, on peut tout à fait organiser très rapidement
une élection en termes de personnes qui pourraient représenter tel ou tel courant, et ce seront les personnes qui seront les plus convaincantes qui vont pouvoir sortir du lot de cette plateforme-là, où nous, simplement ce que nous allons faire, nous allons juste la mettre à disposition, mais en aucun cas nous allons nous intervenir dans cette plateforme, dans le contenu. Et c'est ainsi qu'on va attirer les gens. Non, donc moi je voulais simplement un petit peu rappeler notre stratégie à nous, c'est qu'on est à la fois très présent sur les réseaux sociaux, on pense effectivement que c'est quand même un outil indispensable. Donc aujourd'hui, bon, on a réussi en 6 mois de grimper de 20 000 à 115 000. Maintenant, on s'est fixé un nouvel objectif, c'est d'essayer d'arriver à 1 million de personnes sur Facebook. Et pour atteindre cet objectif, on est en train de mettre une stratégie en place maintenant où il s'agit de recruter des créateurs de contenu. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait essentiellement, c'était de relayer de l'information qui était déjà existante. C'est bien, c'est sympathique, mais ça ne fait pas croître les compteurs très très rapidement. Donc on est en train de recruter une équipe d'une vingtaine de créateurs de contenu, des photographes, des cinéastes, des rédacteurs d'articles, des cartoonistes, toute une série de personnes qui sont capables de créer un véritable contenu stand-up pour effectivement, à partir de là, d'éditer et de poster notre propre contenu qui devrait permettre alors d'accélérer beaucoup plus la vitesse de croissance sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas négligeable parce qu'effectivement, avec environ 100 000 personnes, on touche aujourd'hui 2 millions de personnes par semaine avec nos différents posts. Si on arrive à 1 million de fans, ben, on devrait pouvoir en toucher 20 millions par semaine. Donc ça commence à devenir quand même quelque chose d'intéressant. Et puis alors la deuxième stratégie pour nous, c'est effectivement pas de se fier uniquement à ces réseaux sociaux parce qu'on sait quand même la limite de ce dispositif. Et donc c'est de faire croître ce dispositif local. Et donc on a une quarantaine donc, de sections, de city teams, comme on dit en anglais, qui se sont créées depuis 1 an. Et donc notre objectif, c'est d'en créer beaucoup plus, et de permettre à des personnes qui partagent notre vision localement, dans les différentes villes dans lesquelles elles résident, de se regrouper et de constituer une petite équipe locale stand-up, et puis de s'activer localement, toute une série d'activités, des débats, des conférences, des articles, du réseau social localement, voilà, toute une série d'activités que vont mener ces différentes équipes locales. Et on le fait également dans les universités, j'ai oublié de le mentionner, on a également des cercles universitaires. On a démarré en Belgique, je pense qu'on en a 4 ou 5 aujourd'hui en Belgique. Et l'objectif également, c'est de se déployer dans beaucoup d'universités européennes pour avoir des cercles universitaires dans le plus grand nombre d'universités possible. Donc voilà, notre stratégie à nous, c'est celle-là, c'est à la fois du terrain, très proche du citoyen avec ces city teams, et alors quand même l'utilisation de ces nouvelles technologies avec les réseaux sociaux. Super. J'ai pas compris, vous utilisez Facebook, c'est ça? Ah oui, c'est sur des plateformes américaines pour... D'accord, non, c'est juste pour bien comprendre, merci. C'est effectivement une plateforme américaine et ça ne nous cause absolument aucun problème. Parce que je crois qu'il faut éviter, lorsqu'on est européen, de devenir des euronationalistes. Construire l'Europe, ça ne veut pas dire de devenir un nationaliste européen. Et donc il y a des plateformes qui existent, comme Facebook, malheureusement c'est des plateformes américaines. C'est plutôt le symptôme du manque d'Europe pour nous. Si vous regardez les 20 plus grandes entreprises Internet au monde, il n'y en a pas une qui est européenne. Je crois qu'il y a 15 américaines et 5 chinoises. Les Chinois ont eu l'intelligence de protéger leur marché à un moment donné pour permettre à des gros acteurs de l'Internet d'émerger en Chine et de tirer bénéfice du marché intérieur. Les Européens, malheureusement, par manque justement d'une construction européenne solide et sérieuse, n'ont pas les moyens de le faire. Et donc voilà, effectivement, il n'y a pas l'équivalent d'un Facebook européen. Je le regrette autant que vous. Juste, pourquoi je mentionne ça, c'est que simplement, en termes européens, au niveau de la confidentialité des données, de ce qu'on appelle en anglais la privacy by design, les Facebook et autres plateformes ne le respectent pas. C'est ça le vrai problème, c'est que nos données ne sont pas confidentielles. Tout ce que vous faites est envoyé aux États-Unis, est traité, est géré, analysé. C'est ça le vrai problème. Donc c'est pour ça que nous, on a créé cette plateforme sociale où justement les données sont confidentielles, ne seront pas utilisées. Voilà la véritable raison.
Jesus. Okay, so yeah, so there is another challenge regarding social media. We are in an era where social media is the way people get their news and the way people connect together in collectives to achieve their goals or around common interests. There is a huge challenge there, and that is a result of how social media works. We talked before about bubbles. There is a huge challenge there. Because of the way social media works, it actually gets you closer and circles you into the bubble of your own interests. So you're actually not listening to the opposing opinion because you don't see it in your newsfeed. Confirmation bias is the largest challenge of social media, and that is a structural challenge. Absolutely. I think this is something that will still be discussed tomorrow. There's going to be, I think you're going to lead a workshop, or you'll have a workshop on, indeed, like upcoming platforms. Probably the only issue also to keep in mind is that sometimes when it comes to this kind of platforms, that you have these like early adopters, and then like it's very complicated to actually consolidate. I remember like I was using Twitter 10 years ago, much before it was cool, and now everyone runs with hashtags. Yeah, I'm afraid that we'll have to put an end to this panel. I think it has left a lot of food for thoughts, lots of answers, but also lots of questions, which is good because the event is still like running throughout tomorrow, and it will be to canalize all these ideas into the so-called action. So I would like to thank you very much for this input and for surviving to this time pressure that I've been putting you on. So thank you very much to all of you.